Bonjour les amis. Eh bien voilà, on va attaquer la suite donc de cette émission qui était vraiment passionnante, cet entretien que j'ai eu avec Damien. Ça m'a permis de revoir tout un tas de sujets. On s'est arrêté au numéro 5 la fois dernière, si vous vous en rappelez. Si vous n'avez pas vu la première partie, vous pouvez voir celle-ci indépendamment de la première partie, mais moi je vous conseille de tout regarder dans l'ordre, ça sera mieux. Donc vous faites pause, et puis vous cliquez sur le lien qui est en description de la vidéo, comme ça vous ramènera dans la première partie de l'émission. Donc je vous rappelle qu'on profite de cette émission pour bien faire aussi un grand déstockage des numéros de Génération Cité d'Or au format papier. Donc vous avez un code de réduction, profitez-en, c'est Miasme 2025. Ça va vous permettre bien d'obtenir 50% de réduction tout simplement sur les formats papier. Ça ne concerne pas les formats numériques et le format Bolif qui lui est édité à la demande. Voilà, l'objectif c'est de déstocker tout ce qui nous reste avant la fermeture de la société à la fin de l'année. Eh bien écoutez, je m'étends pas plus. Il vous reste encore ce soir le numéro 6 jusqu'au numéro 11 à découvrir avec Damien et moi. Installez-vous bien, et puis à la fin de l'émission, allez faire un petit tour du côté du site de Damien, la séance de minuit. Si vous ne connaissez pas encore sa chaîne YouTube, allez-y et abonnez-vous. Allez, bonne séance. De minuit, bien sûr. Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle séance de minuit. Et ce soir, je suis à nouveau avec Antoine de la chaîne Miasme TV. Pour continuer sur la, la- comment dire, les mystères UFO, dans le numéro 6, qu'on a consacré, alors on avait des dossiers centraux, celui-ci c'était donc avant Dieu le Père, déesse la Mère. Mhm. On a tout un tas d'articles en fait qui montrent que avant le patriarcat, c'était le matriarcat, etc. Mais c'est pas là-dessus que je voulais venir, c'était sur ce sujet-là. Écrit par mon ami Pascal Ah Cazotte, oui, ok. Mhm. les fameux bouchers fantômes. Alors Pascal Cazotte, qui est la personne à qui on a monté, hein, cet ouvrage, Mhm. hein. Je sais pas si tu t'en rappelles, c'était en 2020. Ça avait fait le buzz, en plus on était en plein covid, je crois, Ah ouais, donc on on était était, peut-être entre 2 périodes, on était entre 2 c'était pas périodes loin en peut-être, tout cas. Ouais, c'était ouais, pas loin, ouais. où, il y avait eu des massacres de chevaux dans certaines zones de France, dans des écuries où, des chevaux avaient été, dépecés, Retrouvé. Mhm. heu, hop, je vais vous montrer une vraie photo, âme sensible, détourner le regard pendant 2 secondes. Hop, tu vois? Lui, il avait survécu, mais il avait été, tailladé comme ça, et donc on leur avait, pour certains, enlevé, les yeux, pour d'autres, l'anus, pour d'autres, certaines parties Les du oreilles, du il y avait du beaucoup d'oreilles ouais, ouais, coupées. ouais, et on avait dit, au début, je sais pas si tu te rappelles au niveau des infos, ils avaient dit les gendarmes, Heu, ont déclaré que c'était des blaireaux qui s'attaquaient aux chevaux. Mhm. Puis comme ils se sont vite aperçus que ça faisait pas du tout crédible quand même l'attaque des blaireaux, alors pour un, pourquoi pas, et puis comme on s'est retrouvé avec plusieurs cas dans toute la France, du coup après ils avaient mis ce portrait robot Ouais, du dépeceur de chevaux. Sauf que, bon, ils l'ont jamais rattrapé, hein, parce que sinon ça aurait fait des gras. Sauf que voici la carte, et c'est là où c'est hallucinant parce que, aux infos, oui, on entend parler de 2, 3, 4 cas. Voici le recensement ouais, 2020. c'est vraiment partout, quoi. C'est partout quand tu veux qu'un seul bonhomme, Se alors en plus déplace. se déplace, puis c'est fait avec des précisions chirurgicales, tu vois? C'est pas du gros bourrinage, c'est fait avec, des précisions, mais vraiment une précision chirurgicale. Eh bien, on n'a jamais retrouvé, aucun fauteur de troubles, on a voilà, rien. Mhm. Ouais, et ça, c'est comme tous ces sujets d'abduction, d'abduction animale, hein, les premières, c'était on a commencé à en parler, c'était en 73. Oui. Non, en 67.
Aux États-Unis, les C'est le premiers c'était premier cheval 1776. Snippy là, je crois. Je crois que le Alors la c'était le 1re fois, c'est dans les années 60, c'est Snippy le cheval, ouais, ça c'est je crois. ouais C'est ça. et C'était en et 1967, ouais. et alors justement, c'est super intéressant parce que tu vois, en lisant, à un moment donné, il en parle justement aussi Ouais, dans c'est ce ça, livre-là. Snippy, ouais. Il en parle aussi dans ce livre-là des massacres d'animaux et moi, je me suis renseigné et en fait, ce qui est super intéressant, c'est qu'en 73, c'est là qu'il y a le pic, en fait, aux États-Unis. C'est-à-dire qu'il y a la panique des animaux, qui sont retrouvés donc comme ça, Exactement. mutilés, c'est en 73 et en 73, aux États-Unis, c'est le moment où il y a une gigantesque inflation. Les prix explosent et en fait l'État américain décide de geler les prix de la viande et en fait parce que ça devient trop cher et cetera et en fait, ils gèlent les prix, ce qui fait que les éleveurs n'arrivent plus du tout à s'y retrouver. Ils sont dans une merde pas possible et ça démarre en 73 et je me suis demandé s'il y avait pas un élément il y avait pas une corrélation entre, ce moment-là parce que quand en fait, quand tu mets les choses dans leur contexte, 73, tu as Alors, ces la mutilations. la piste, ouais, la piste pourrait être intéressante. Bon déjà il y a on parle de 10 000, cas de mutilation animale, hein, entre 73 et 85 aux États-Unis. Mmh. Donc c'est énorme, 10 000, hein. La piste pourrait être intéressante si c'était juste une tuerie animale, tu vois? Ou, comme en France, tu as certains éleveurs, qui, pour se faire, rembourser, Oui, tu c'est vois, ça. Vont, des bêtes, c'est rare, mais c'est déjà arrivé, se font croire une attaque de chien ou de loup, par rapport à leurs brebis et puis ils se font rembourser leurs brebis plus cher que ce qu'ils auraient pu la vendre. Encore une fois, amis éleveurs, je sais que c'est des cas à part, hein, la majorité, c'est vous n'êtes pas comme ça. Mais, tu vois, si vraiment c'était ça, on était dans ce cas-là de se dire, «C'est la crise, donc du coup, on fait semblant de mutiler notre bétail, pour, qu'il y ait une compensation financière» et cetera. Mais là, c'est pas de la boucherie, c'est à chaque fois la mutilation, c'est pour pouvoir prélever des organes bien précis mmh et les gestes sont toujours, c'est pas à la machette, quoi, c'est limite au scalpel, quoi, c'est très précis en termes de mutilation. C'est et pour ça, je suis pas sûr que tu vois, qu'il y ait une relation. justement, moi, de ce que j'ai lu, parce que j'ai vraiment essayé de comprendre, tu vois, ce phénomène-là. À un moment donné, ils expliquent que, les animaux sont des fois retrouvés, longtemps après leur mort, ce qui fait que certains, animaux sauvages sont passés par là et s'attaquent toujours aux tissus mous, tu vois? Ils vont attaquer la langue, ils vont attaquer les endroits un peu mous pour les dévorer et ils expliquent que justement le terme de découper au scalpel comme si c'était fait au laser et tout, ça, c'est apparemment ça aurait été entretenu par les médias, mais pas par les fermiers qui retrouvaient à l'époque, leurs animaux, morts, tu vois? Enfin, c'est très intriguant en fait, cette histoire-là et il y a eu un documentaire qui était sorti en 80 qui s'appelle Strange Harvest, je crois. La genre, moisson étrange, tu vois? On pourrait le traduire comme ça et là, la journaliste, amplifie justement le phénomène UFO, tu vois? Elle lie ça avec les extraterrestres et autres et j'ai l'impression que c'est à partir de là qu'il y a tout qui se mélange, tu vois? Enfin, c'est très intriguant ce phénomène-là, Mmh mh. c'est et c'est vrai qu'en France, quand c'est arrivé, ça a été aussi la psychose, tout le monde voyait, Mmh. c'est Bah, il y en avait partout. Tu as vu la carte de France, que ah j'ai ouais. montrée? Il y en a partout et ça s'est arrêté du jour au lendemain Mmh et les flics n'ont jamais rien trouvé. et c'est vrai qu'après il y avait toutes ces histoires où potentiellement ça aurait pu être, des rituels, tu vois, Ouais, sataniques, tu vois, ou autres. pourquoi uniquement en 2020? Tu vois? Ouais. Ouais, c'est vrai que ça Tu c'est m'aurais dit 2012. Oh, ouais, pourquoi pas? Et 2020, mmh. ouais, Là, c'est vrai c'est que ça reste, un véritable mystère, non élucidé et puis, si encore c'était dans une région, tu peux dire: «Bon, c'est un malade qui fait ça», tu vois? ouais, Mais là, c'est ça, c'est disséminé dans tout le pays et puis il y a une enquête qui est faite et rien n'est vraiment trouvé, là, si parmi tes auditeurs, voilà, vous avez des amis dans la gendarmerie qui auraient pu enquêter sur ces cas, ouais, si vous avez des infos, n'hésitez pas à nous les mettre en commentaire, hein. Ça serait intéressant de mmh, d'avoir des nouvelles parce que là, si vraiment, voilà, c'était des personnes, ils auraient arrêté, tu vois, quelqu'un en 5 ans.
À un moment donné, ils vont jusqu'au bout de leurs enquêtes, quoi. Ils sont quand même assez efficaces au bout d'un moment. Au bout de 5 ans, ils auraient trouvé quelqu'un. Et même le portrait robot, il a jamais été retrouvé et il y a personne qui a été retrouvé là-dessus. Mmh. Ouais, c'est vrai que C'est ça, c'est vraiment bizarre et moi, je crois que j'ai un bouquin, il doit être là justement sur les bah, tiens, il est là. Celui-ci, il est passionnant. Michel Granger, «Mutilation de bétail» et là, ça parle justement de tout ce qui a été retrouvé aux États-Unis, avec les photos aussi dedans, bon, qui sont, quand même ouais, assez, choquantes ça c'est et ça, Snoopy c'est là. ouais, le 1er Snippy là, qui est vraiment bizarre et il y a un autre bouquin français pour le coup, qui était sorti justement vers 2020 dans cette période-là et je sais plus comment il s'appelle le mec et je sais plus comment s'appelle le bouquin, mais vous pourrez essayer de retrouver. Je crois que je t'en avais peut-être parlé, des je sais plus et où lui, il sort une théorie, en fait, ça serait une sorte d'humanité en dehors de notre humanité, enfin, je me souviens plus très bien du truc, mais il élabore une théorie, assez dingue, sur le sujet. La je crois que c'est l'humanité du dehors, un truc comme ça qu'il l'avait appelé et c'est passionnant aussi et il se concentre justement plus sur la partie française, de ces événements, ouais. Mmh. Mais, mmh. Que de mystères irrésolus. Ah Mmh. puis ceux-là, ils font ça fait peur quand même parce que, c'est C'est ça. Allez, dans le numéro suivant, le numéro 7, été 2021. Heu, je Celle-ci, on l'a voulu un peu ludique. Bienvenue au Freak Show. Le Freak Show, ça te parle ça, les freaks? ah oui, bah, là, ça va être les gens bizarres, les choses bizarres, Ouais, c'est ça. étranges, C'était toute une période, c'est les pareil, freaks fin de fin Club fin Bandit. 19e, début 20e, voilà, où Mmh. il y a eu tout ce florilège de personnes un peu mal formées, hein, tout simplement, mais qui étaient montrées, comme des bêtes de foire et d'ailleurs, heu, il y a eu une loi à un moment donné pour dire: «Non, non, c'est pas éthique, c'est pas humain de faire ça» et c'est bizarre parce qu'au final, elles étaient pas si malheureuses que ça, au contraire, elles étaient même heureuses parce que c'était leur métier, tu vois? De pouvoir être présentées comme ça et du jour au lendemain, eh bien, elles ont perdu toute source de revenus et ça a été la catastrophe, pour ces frics. Finalement, le côté humain, de la société, bah, ça les a perdus parce qu'ils auraient préféré continuer à être pris pour des frics, pour pouvoir gagner un peu de fric Mmh. et là, beh, ils avaient tout perdu. Mais c'était pas ce sujet-là que je voulais montrer sur ce numéro 7. C'était, un autre auteur qui était aussi un auteur récurrent, qui est mon ami Franck Ferrandis. Alors Ah. Franck Ferrandis, je ne sais pas si tu le connais, c'est un érudit qui est Mmh mh. passionné du Japon et là, cet article, on l'a appelé «Sur la piste de la 8e cité d'or» parce que, bien, figure-toi qu'au Japon, il y a quand même des choses, très particulières, là. Quand tu vois ici cette sculpture, Ah oui! Oui, qui tu vois? représente une sorte de cosmonaute un peu, ouais, je vois. Là, carrément et bien, il y a beaucoup de pierres aussi, au Japon, de pyramides dont, dont on parle pas forcément. Tu vois? Je vais montrer toutes les planches parce qu'elles sont super belles, c'est lui qui fait soit les dessins, soit les photomontages là-dessus Mmh. et c'est vrai qu'on se dit quand je vais faire mon voyage au Japon, je vais aller à Tokyo, je vais aller, voir visiter les boutiques de manga, de cartes Yu-Gi-Oh! Que sais-je, on pense pas à dire, il y a il y a eu des civilisations aussi, très, très particulières, et ah bah tiens, on retrouve là les murs, hop, ils sont où là? Les murs polygonaux, tu sais, Ah dont on oui, parlait tout à l'heure, beh, ah ils ouais, avaient les mêmes au exactement Japon. ça. Ils Ah avaient oui. exactement les mêmes. Ah ouais. Donc bon voilà, c'est un auteur que je vous conseille, Franck Ferrandis. Il est, heu, il est vraiment, heu, c'est quand tu l'appelles Franck, tu passes 3 heures au téléphone avec lui, quoi et tu as de la conférence pour toi tout seul. Allez, un de mes préférés, c'est celui-ci, le numéro 8 sur les traces des civilisations antédiluviennes. Numéro, il fait 156 pages, heu, D'accord.
Ouais, On s'est fait plaisir, on s'est fait plaisir là-dessus. On a on a essayé d'aborder un peu toutes les civilisations en partant de des civilisations, sud-américaines, mais aussi en passant par l'Atlantis, en passant par Mu et cetera. Tiens, je voulais montrer ce dessin. Tu vois, ça, c'était des sports visiblement qui se faisaient en Amérique du Sud. Une espèce de pelote basque et puis là de foot, quoi, de basket, avec un rond, qui était, d'accord. bon, sauf que les parties visiblement qui se faisaient, en tout cas dans certaines, régions, eh bien, on exécutait les perdants. Ah oui, c'était radical, comme ça. C'est ça. Donc et ouais, bah, je voulais montrer cet article de Romain Priou sur l'Atlantide, heu, où en France, on a une région qui est quand même bien particulière, hein, c'est le Pays basque. Ouais, Les Basques, ils sont quand même bien particuliers. Ils ont vraiment déjà un langage, qui est particulier. Il y a quelque chose de différent, quand on va au Pays basque et eh bien, le Pays basque aurait bien une origine atlantéenne. C'est-à-dire que quand l'Atlantide, il y a eu la catastrophe, mmh mh. les survivants, en tout cas ceux qui, ont pu, partir avant que la catastrophe, ne se déclare, seraient partis sur les îles Canaries et à partir de là, auraient fait une espèce de diaspora, et se seraient, disséminés un petit peu dans toute, soit l'Afrique du Nord, soit l'Europe Ouais, et d'où le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, selon certains, hein, qui serait, un des chemins qu'auraient pris, les Atlantes, pour, remonter, comme ça dans le nord de la France et d'ailleurs le symbole, de ceux qui font ah oui, le la chemin de coquille. Compostelle, c'est la fameuse coquille et tu Mmh. vois ici on on la symbolise et bien, on a l'impression qu'on part d'un point Ah et on se et divise, on se divise, ça fait une diaspora et donc mmh. on démontre un peu dans cet article que, bah, cette diaspora atlantéenne, elle aurait, bien eu lieu et entre autres, elle serait symbolisée par la coquille Saint-Jacques. Voilà. D'accord. Donc en fait, ils seraient les descendants Il ferait des effectivement, mais d'ailleurs même en termes de génétique, je sais plus, sur quel gène, mais ils ont un gène particulier, hein, les pures ah souches ouais? du Pays basque, ouais, ouais. Il y a des choses un petit peu particulières. Donc voilà, ça c'était, ce numéro-là, voilà, on a un article de Ludovic Richet aussi sur Atlantide, Ludovic Richet Mmh mh. qui, c'est, Oui, sur, Canal, Les Mystères du Monde, hein, Canal. ouais, ouais, qui est une très, très bonne chaîne aussi, ouais. Donc si je dois en conseiller un, ce serait celui-ci. Quand même, moi j'avais été aussi en Grèce, tu sais, à Santorin et Mmh. pareil, là, il y avait soi-disant, enfin une théorie qui expliquait que potentiellement l'Atlantide se trouvait là et que quand le volcan a explosé, en fait, bah, tout a disparu et c'est pour ça qu'il y avait la proximité aussi avec potentiellement l'Afrique du Nord, tu vois, qui était pas loin et autres Ouais. et enfin En c'est en vraiment passionnant, ouais. en fait, sur l'Atlantide, à chaque fois, il y a des grosses bagarres de spécialistes. Mais non, l'Atlantide, elle est au centre de l'Atlantique. Mais non, elle est à Santorin. Non, elle est, Mmh. certains la situent, entre Cuba et quoi, tu vois, dans le triangle des Bermudes, voilà. En fait, les spécialistes se bagarrent pour savoir où se trouve l'Atlantide. En réalité, c'est simple, il y avait l'Atlantide et il y avait après des comptoirs. C'est-à-dire qu'ils ont fait des comptoirs un petit peu partout sur la planète, donc des comptoirs plus ou moins imposants et donc certains comptoirs étaient suffisamment imposants pour qu'on puisse les confondre avec, on va dire la maison mère Mmh. et c'est pour ça qu'on pourrait, se tromper en disant: «Ben non, l'Atlantide elle est là, elle est là». Ben non, en fait, tout le monde a raison. C'est juste ça,
Oui, «Messieurs, j'avais arrêtez de vous battre, vous avez tous raison». Il y avait des postes, de l'Atlantide un peu partout sur la planète, hein, tout simplement. ah mais c'est vrai que l'Atlantide, c'est assez fascinant, mais encore plus fascinant, je trouve, à Santorin, c'est qu'il y a il y a carrément une ville et enfin des vestiges, en fait, d'une ville qui était super, avancée, tu vois, pour l'époque, avec carrément des maisons à 2 étages, avec des toilettes, à l'étage et tout. En fait, c'est complètement fou, tu vois? Quand tu te balades là-dedans, tu te rends compte que, bah, on a presque, enfin, on n'a rien inventé, tu vois? Et déjà avant, il y avait une certaine, enfin Modernité, la ouais. modernité, ouais, dans les constructions, c'est je sais plus comment ça s'appelle, le nom de ce truc-là, mais c'est visitable. Akrotiri, je crois, un truc comme ça. Je crois que c'est ça et c'est vraiment fascinant, quoi. Donc ouais, ouais et puis pareil au Japon, hein, je crois qu'il y avait pas Yonaguni ou je sais pas quoi, qui aurait pu être aussi, vu comme Mmh. étant l'Atlantide, je crois que c'est ça, hein. C'est ce grand truc sous l'eau là, Et en fait, ils ont vraiment, pour moi, ils ont été sur toute la planète, quoi. Ils avaient des j'appelle ça comptoir parce que c'est ce qui me semble être le terme le Mmh. plus propice. Donc, ils devaient aussi effectivement en avoir au Japon. En Turquie, à Göbekli Tepe, la fameuse, cité, qui serait la plus ancienne, comment dire? Le plus ancien vestige de l'humanité moderne. Heu Mmh. il y a des piliers où, on retrouve des sculptures, d'animaux Mmh mh. et entre autres, on retrouve des sculptures de dodo. Tu sais, le fameux Ouais, oiseau, ouais, ouais, qui de volait l'île pas de là, la Réunion, j'ai fait, ouais. qui a disparu, d'ailleurs, si tu regardes L'Âge de glace, Mmh. il s'amuse avec les dodos. Il y a aucune raison, que, cette ancienne civilisation, qui était basée en Turquie ait connaissance, d'une espèce, endémique de l'île de la Réunion. À moins qu'il y ait eu tu vois, des Transport. échanges, des Mmh. transports. Voilà, peut-être qu'il y avait un comptoir, d'Atlante, qui récupérait de la volaille dodo pour aller la vendre, ailleurs. J'en sais rien, tu Ouais, vois? ouais. Mais, Et est-ce que tu penses que du coup les pyramides pourraient aussi être, liées à ça? C'est-à-dire qu'à un moment donné, se dispersant comme ça partout dans le monde, ils emmènent avec eux alors ça je parle au moment où l'Atlantide s'effondre en fait, emmènent d'accord, avec ouais. eux, bah, les constructions, enfin ce qu'ils faisaient, tu vois, avant et ils vont commencer à le refaire, que ce soit en Amérique du Sud, en Égypte ou en Chine et on a vu qu'il y avait aussi des pyramides en Chine. Est-ce que pour toi ça pourrait aussi, expliquer, Ça de toute manière, si vraiment il y avait une méga civilisation avant notre civilisation qui a disparu, donc, on dit il y a 12 000 ans, bah, oui, s'ils allaient comme ça sur toute la planète, ils sont arrivés avec, leur savoir-faire un peu partout. mmh, D'ailleurs, j'ai passé sur ma chaîne, il y a pas très longtemps la conférence, d'un un garçon qui s'appelle Guillem Morera, qui étudie les jeux de cartes, le jeu de 52 cartes vraiment, classique. mmh mh, Et lui, il trouve une origine du jeu de 52 cartes. Il fait un rapprochement avec le calendrier, maya ou aztèque, je ne sais plus lequel. Et puis finalement, il arrive à faire un rapprochement en disant: «Eh bien, tout ça, ça a une origine encore beaucoup plus ancienne», parce qu'on le retrouve un peu partout sur toute la planète et l'origine, ce serait l'Atlantide. Je vous fais un peu gros résumé, hein, vous irez voir si ça vous ouais. intéresse. Heu et en définitive, bah, oui, s'il y a des points communs sur tous les continents, sachant qu'il y avait pas d'échanges jusqu'à une certaine époque entre les continents, c'est que, bah, faut remonter encore plus loin dans le passé et trouver, l'origine commune à tout ça, bah, oui, l'Atlantide. Mmh. Ouais, En tout une cas, grosse civilisation, qui aurait moi je suis persuadé qu'elle a existé, hein, il y a pas de raison que ça ait pas existé. Si la seule raison qu'on te donne, c'est qu'il y a pas de preuves matérielles. oui, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Pourquoi on ne trouve rien du coup? Parce qu'on retrouve énormément d'objets, de choses ayant appartenu à des civilisations, très, très anciennes et là Alors, s'il y a on a eu un rien. méga déluge, parce qu'il y a eu plusieurs méga déluges sur la planète,
Bah, quand tu vois déjà les petites inondations, qu'on a au niveau local, le ravage que ça peut faire. Une mousson, là, il y a encore eu, je sais plus combien de mille morts, combien de milliers de morts, en Asie, suite à la mousson. Mmh. Donc et c'est localisé. Alors si tu imagines s'il y a un méga déluge, une vague déferlante comme ça sur toute la planète, bah, déjà, ça signifie qu'il y a peut-être un certain nombre de preuves qui sont au fond de l'eau. Et puis Mmh. si c'était il y a 12 000 ans et que c'est au fond de l'eau, bah, ça ressemble à des cailloux maintenant, tu vois? Donc c'est un peu compliqué et puis ceux qui devaient subsister, parce que c'était dans les hauteurs, bah, c'est comme, nous qui qu'est-ce qu'on a fait, à la Révolution française après avoir détruit les cathédrales et cetera? On a récupéré les pierres pour en Et on a faire fait autre chose. des maisons et on a fait autre chose avec. Donc il y en avait peut-être eu des preuves à une époque. Mmh. Voilà. Ouais, qui est là Après avec la le preuve temps. ultime, le on va dire la preuve ultime, le fantasme ultime, tu sais, c'est les fameuses bibliothèques cachées d'Atlantide, Ouais. comme celle qu'il pourrait y avoir entre les pattes du Sphinx et cetera. Hem, c'est entre les pattes du Sphinx, si vous êtes pas au courant, heu, les archéologues, ont découvert qu'il y avait une cavité, cubique entre les pattes du Sphinx. Voilà. Mais le Mmh. gouvernement égyptien a interdit, quiconque d'aller faire des fouilles et de creuser entre les pattes du Sphinx. Bon après, il nous reste aussi les écrits de Platon, hein, où là, il c'est pareil, il décrivait cette île, Mmh qui mh. pouvait être l'Atlantide, Ça, c'est vrai que ça Ouais, mais pourrit pas mal. comme Platon, c'est d'où est-ce qu'il a eu sa source, en fait? C'est toujours ça le problème, c'est Oui, que mmh. parce Oui, on sait pas qu'entre Platon et si l'Atlantide, il y a eu, 10 000 ans, qui sont c'est passés ça, donc c'est ça, ouais. Donc d'où il tire ses sources? Ou est-ce qu'il a inventé ça pour simplement, mmh, décrire? Je crois qu'il y avait un contexte particulier, social particulier à l'époque, donc est-ce qu'il se sert de ouais, ça reste très intriguant effectivement, ouais. mmh mh. Puis il y a beaucoup on peut imaginer des volcans aussi qui détruisent, tout ça, enfin, ouais, on ne saura jamais vraiment. Non, c'est un peu compliqué. Allez, dans le numéro printemps 2022, hem, on a fait un numéro 9, 666, le retour de la bête. Donc c'est, Michel, Desailles, qui est un grand spécialiste justement du La 666. Il a fin écrit des temps. plusieurs bouquins là-dessus. Il nous fait un très, très bel article parce que pourquoi moi j'ai voulu faire cet article-là? Je vais te raconter une anecdote, je l'ai peut-être déjà raconté. C'est je sais pas pourquoi, donc à une époque, je roulais beaucoup et je voyais systématiquement des plaques numérologiques d'immatriculation, immatriculées 666. C'est-à-dire que je voyais pas les autres plaques et dès qu'il y avait une 666 qui passait dans mon champ de vision, je sais pas pourquoi, pouf, je captais et cetera et à un moment donné, je trouvais que c'était tellement énorme que je me suis mis à prendre en photo ces plaques d'immatriculation Mmh mh. et j'en ai fait un tableau d'ailleurs, des plus belles plaques que j'ai prises, tu vois? Hop, j'en ai fait une espèce de petit montage Ah oui, d'accord. donc avec derrière, on reconnaît, peut-être les tentacules de Cthulhu pour ceux qui faire le signe de la bête. Et donc, voilà, je me suis dit: «Mais pourquoi je vois tout le temps ces 666?» Alors sachant qu'il y a des trucs un peu bizarres. Des fois, je vois 668, je dis: «Tiens», 667, tiens, bizarre, et puis après 666, mais tu vois, dans la et donc du coup, comme, Michel avait fait, ce très gros livre là qui s'appelle 666, je lui ai demandé qu'il me fasse un article. Alors, il s'avère qu'effectivement dans la Bible, 666 c'est le signe de la bête. Mais selon certaines autres traditions, 666, c'est un signe, quoi, c'est un nombre, divin et lumineux. Donc, D'accord. en fait, je pense que là, chacun peut y trouver, ce qu'il veut. Soit c'est vraiment le signe du mal, soit c'est le signe plutôt lumineux. Voilà. D'accord. Donc, je C'est vrai pense qu'on qu'il y a a pas tendance à de le voir comme étant un chiffre plus ou moins, mais ça, c'est ce qui est au diable. plus lié à Hollywood, je pense. Mmh.
Ouais, ou, qui apprend à récupérer ça, tu sais tous les films, les films, un peu trash, genre Damien la malédiction, tu sais, il avait un 666, ah gravé oui, sur la tête. c'est ça. Mais c'est non, non, c'est assez fou, mais alors tiens, petite anecdote aussi, j'ai une autre chaîne, secondaire, parce que je suis un gros collectionneur d'objets, Ouais, concernant, sur Tolkien. Tolkien. Mmh. Ouais, donc ça s'appelle, Tolkien Collection, la chaîne, et à un moment donné, je présente des gros médaillons comme ça, des grosses pièces numérotées, Mmh mh. et je la déboxe en direct, avec, Quentin, l'animateur avec qui je fais l'émission, et là, je sors, je revois le numéro 666, tu vois? Je dis: «Pourquoi?» Il te suit, quoi. Ça me suit, voilà. Si vous avez une explication, n'hésitez pas à me la donner, je la prends. Tu sais, c'est un peu comme dans le film, le nombre 27, le numéro 23, tu sais, où il voit le 23, ouais, 23 c'est ça. partout, Mmh mh. partout, partout. Exactement, ouais. Et tu continues encore à en voir ou ça Ah s'est ouais, ah ouais, d'accord. mais, tout le temps, c'est je prends la voiture, Oui, en fait, c'est fou, quoi, c'est systématiquement, je vois une plaque 666. mais est-ce que c'est Sachant pas parce que que, tu focuses dessus et que tu dis: «Tiens, bah, imagine, ça voudrait dire qu'à chaque fois que je conduis, j'ai le nez sur toutes les plaques d'immatriculation des voitures que je double ou qui me doublent. Bon, que je double, d'accord, mais, non, mais tu vois, c'est pas possible. mmh, mmh, En fait, c'est qu'à un moment donné, il y a un truc qui fait, qui attire mon œil. Je sais pas, pourquoi, un ça attire mon message». œil. Ouais, ouais, et non, mais c'est assez incroyable, et là, je prends beaucoup moins la voiture qu'avant, mais dès que je la prends, bon, s'il faut que je roule au moins, 1 heure, hein, mais dès que je roule, 1 heure, tu peux être sûr, j'ai un 666 qui Qui va apparaît, apparaître. tiens, regarde, la dernière en date, voilà, 666, il y est. D'accord. Ah ouais. Ouais, c'est étrange. Et bon, il faut que tu regardes les plaques pour voir le 666 donc est-ce que Mais du coup je ne les regarde pas, c'est ça. ah oui, Je c'est les regarde vraiment pas, quand on en fait, tu ouais, regardes pas, mais d'un coup, tu vas dès que tu es et d'un attiré coup j'ai regardé la plaque. En fait, c'est ça, c'est je ne regarde pas les plaques et d'un coup mmh, je vais la regarder et c'en est une. et c'en est une. Ou Ouais, alors c'est bizarre. toutes les plaques sont 666, et ça, forcément à chaque fois que je regarde, j'en vois une. Tu sais, ça fait un Ouais, peu penser au quand tu regardes ta montre, et que tu sais, il est toujours ouais, genre 11:11, tu sais les heures et miroirs. genre tu ouais, à chaque fois que tu la regardes, c'est tu tombes sur un truc comme ça, tu vois? Ça, c'est Mmh super mh. intriguant aussi. Mmh mh. Ouais, mais il y a des sites qui te donnent des interprétations des heures miroirs, et cetera, Mmh. donc, voilà ma petite anecdote sur le 666. Donc du coup, j'en ai fait un exemplaire, Ah bah, et c'est marrant, le ouais. et le numéro 10, donc on parlait de ma chaîne Tolkien Collection, donc je suis un grand fan de Tolkien, hein. Bah, du Mmh mh. coup, je pouvais pas ne pas faire un magazine sur Tolkien. Donc ça, pour tous les fans de Tolkien, c'est un big collector, celui-là. Je l'ai appelé «Et dans les ténèbres les liés». Forcément, vous comprendrez la référence avec l'œil de Sauron, et alors là, ce qui est intéressant, c'est que j'ai demandé à mes auteurs, parce que mes auteurs sont pas forcément, eux, des fans de Tolkien à proprement parler, et je Ouais. voulais qu'ils me fassent un peu un pont entre, justement leur univers et l'univers de Tolkien. Mmh mh. Donc, par exemple, tout à l'heure, je vous ai parlé de Véronique, Cerdranva. Elle m'a fait, elle, une relation entre les géants, parce que dans Tolkien, dans le Hobbit, on Et il croise y a la les route géants. de géants, voilà, et des géants dans, j'allais dire la mythologie bretonne. Voilà, D'accord. donc elle fait cette relation-là. Pascal Cazotte, lui, me fait, toute une étude entre les nains et les elfes, dans les mythologies nordiques. Mmh mh. Il y a énormément de sujets, quoi, de relations, dans les mythologies, nordiques. Marie Rocca, donc on en a déjà parlé,
Heu, elle me parle des Dropas. Est-ce que tu en as entendu parler des Dropas? Trop pas, alors pas du tout. Des Dropas du tout? Les drop pas du tout, ouais. Alors les Dropas, ce serait un peuple gnomique. Du coup, on se dit, bah, si c'est un peuple gnomique, peut-être qu'ils sont des descendants des hobbits, hein. Je vais te montrer une maison de Dropa. Ça, c'est un village de Dropa. Ah oui, il y a ouais, Et donc les maisons mesurent 1 m 20, je crois, voilà. Et les Dropas faisaient, hem, ouais, entre 80 centimètres et 1 m de hauteur. C'était pas des nains. En tout cas, ils avaient pas le gène du nanisme, tu vois? mmh mh. C'était C'est juste des vraiment petites des gens personnes. de taille, voilà, comme les hobbits. Ah d'accord, OK. C'est c'est incroyable. Ça a été, ça a réellement existé? On a des preuves Ah de oui, leur oui, existence? oui, non, on a D'accord. tout à fait, c'est en Chine d'ailleurs, hein. Mais c'était vers quelle époque à peu près? Bah, écoute, les derniers, tiens, ça, c'est le dernier couple royal, début du XXe siècle, eux. Ah ouais d'accord, les Dropas. Putain, je connaissais pas du tout ça. Le roi Huaypasla et son épouse. Voilà, ils mesuraient 1 m, ils étaient assez grands. D'accord. Voilà. Mais ils avaient quelque chose de particulier avec eux? Parce que, je veux dire, ils sont liés à des enfin, je sais pas moi, des choses, genre ils viennent d'où? Comment parce que pour être de si petite taille, c'est quand même étrange, Mmh mh. Ah, ils viennent alors, donc là, on est, Ils avaient un langage à eux? Ils avaient une, je sais pas, une écriture à eux qui se retrouve nulle part ailleurs? Comment c'est alors eux étrange. se trouvaient dans les montagnes du Bayankara Ula, dans la chaîne himalayenne entre la Chine et le Tibet. D'accord. Donc après, beh, ils devaient avoir, oui, un langage à eux. D'ailleurs des langages, il y en a eu énormément dans l'humanité. Aujourd'hui, je crois qu'il en reste Mmh. 139 ou 150, je sais plus, langues différentes, mais il y en a eu beaucoup, beaucoup plus que ça. Chaque région avait son propre langage. Donc oui, il devait avoir, ouais, un langage, il devait avoir, OK. et ouais, alors et il y avait aussi les Hampis, le petit peuple des Hampis, qui eux se trouvent en Inde. Et je me demande d'ailleurs si la photo que j'ai montrée, c'était pas plutôt des maisons de Hampis et pas des maisons de Drupa. Et donc voilà, en tout cas, il y a eu plusieurs, peuples gnomiques dans le monde, Mmh mh. heu, qui, Et qui selon font penser, certaines, ouais, en fait, il y a une théorie que j'aime bien, que j'adorerais qu'elle soit vraie. Je pense que c'est pas le cas, mais j'adorerais qu'elle soit vraie. C'est que Tolkien n'a rien inventé, que les terres du milieu, bah, tout ça, ça existait. La terre du milieu, c'était la Pangée, tout simplement, qui ensuite s'est disloquée, et que, eh bien, il y a eu des descendants des grandes gens, des elfes, des hobbits, et cetera. Puis finalement, c'est que les grandes gens qui ont survécu, leur lignée. Et voilà, et donc les hobbits, auraient, survécu dans certaines contrées. oui, il y avait pas eu, je crois que c'était, peut-être en Asie, il y avait aussi pareil des ils avaient retrouvé un squelette d'un homme de toute petite taille, Flores, je sais pas comment ça s'appelle, Mmh mh. hem, ça s'appelait le Hobbit de je sais pas quoi. Je crois que j'avais Ouais, vu c'est un ça. article là-dessus. Moi, C'est peut-être lui, je crois que je l'ai mis à la fin, lui. Est-ce que je l'ai pas mis à la fin dans les news? Oui, bah, c'est ça, c'était le Hobbit ou c'était à Java, il me semble. ouais, je sais plus. Le Hobbit de Florès, ouais, ou l'homme de Florès, tu as raison, Ouais, ouais, c'est quelque chose l'homme de comme ça. Flores, je crois, c'était un truc, vraiment vraiment petit, Mmh mh. Et Stéphane Royer, lui, du coup, tu sais, mon ufologue, lui, il fait un article sur, bien justement les ponts entre, la mythologie, Petit Peuple, donc ouais. la mythologie de Tolkien, la mythologie du Petit Peuple, et les extraterrestres. Tu avais un auteur, qui s'appelait Jean Sider Mmh. qui lui,
son cheval de bataille, c'était justement d'expliquer que tous ces mythes, toutes ces traditions orales de nos campagnes sur les petits peuples et cetera, bah, c'était juste finalement des observations, des rencontres de troisième type qui se faisaient, dans l'ancien temps. Donc on prenait pour des farfadets, des fées, des machins, des ce que tu veux et aujourd'hui on dit que ce sont des petits gris, des hommes verts, tu vois? Et à l'époque, ils mettaient ça dans le folklore, Folklore, ouais. dans le folklore, ouais, imaginaire. Et dans cet exemplaire, c'est le seul où j'ai fait un article, parce que sinon j'avais pas le temps, voilà, sur la véritable, nature de Tom Bombadil. Alors sais-tu qui est Tom Bombadil? Oui, bah, oui, on le retrouve dans le premier tome du Seigneur des Anneaux, je crois, quand On le il retrouve effectivement et ouais, alors Tom dans la Bombadil, communauté, je crois, il me semble. c'est ouais, c'est un bonhomme Qui de la n'était pas dans le communauté film d'ailleurs aussi. Moi, ça qui m'avait était déçu dans le film. exactement, J'avais exactement. envie de le voir, ouais. C'est comme ça qu'on distinguait, les personnes qui n'avaient vu que le film, qui étaient fans du Seigneur des Anneaux, mais qui n'avaient vu que le film Mmh. et ceux qui avaient lu le livre. Parce que, Tom Bombadil n'apparaissait pas à Mmh mh. l'époque dans le film. Maintenant, il apparaît dans les Anneaux de pouvoir dans la saison 2. Ouais, j'ai pas regardé ça, ouais. Mmh. Mais, dans le film, il apparaissait pas et donc Mmh. c'était un personnage, qui était là, qu'il rencontrait au moment où il sortait de la comté, qui se perdait un peu dans les hauts des Galgales, juste avant d'arriver à Bray et moi, j'ai fait toute une théorie là-dessus pour dire que Tom Bombadil, finalement, c'est juste, Tolkien lui-même qui s'est, Ah! qui s'est mis dans son propre univers comme une espèce de gardien de son œuvre. Parce que ce qu'il faut savoir, bon toi tu le sais parce que tu as lu le livre, c'est que Tom Bombadil, à un moment donné, il prend l'anneau de Frodon, ou c'est Frodon qui lui donne, je sais plus. Il met l'anneau à son doigt et là, Frodon estomaqué, il y a rien qui se passe, il devient pas invisible. Mmh. C'est le seul sur lequel l'anneau n'a aucun pouvoir et du coup, il rend l'anneau à Frodon et puis Frodon lui dit: «Bah, tu veux pas le garder?» et puis il dit: «Beh non, moi je vais le poser là, je vais l'oublier et puis après, je sais pas ce que je vais en faire» et il a pas de commencement, il a pas de fin, il a toujours été là, donc pour moi, c'est juste Tolkien lui-même qui C'est s'est Tolkien lui-même, ouais. Ouais, mmh, ouais. Gardien un peu de comme Bombadil est un peu le gardien de la nature et de tout ça, c'est là et ce serait un peu une figure de Tolkien, gardien de son univers, c'est ça, ouais. Mmh. mmh. Mais je crois que d'ailleurs que et il avait déjà le personnage de Tom Bombadil, dans certains poèmes, je crois bien avant Le Seigneur des Anneaux, hein, il me semble. Je crois que Oui, j'avais ouais, 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 c'est ça. Bah, c'est les aventures de Tom Bombadil. mais on le retrouve pas à un moment mince, on le retrouve pas à un moment donné aussi dans le truc de Noël là? Moi Non, j'ai celui et ah, il me semblait, mais je c'est peut-être tu le retrouves juste dans les aventures de Tom Bombadil. Ouais, OK. c'est ça. Ouais, c'est très intéressant. C'est vrai que j'avais jamais pensé à ça, effectivement, ouais. Ouais, ouais. Et donc voilà, ça c'est vraiment mon bébé, c'est le préféré. C'est Mais donc et oui, j'allais vas-y. dire, mais et ça t'a jamais, donné envie d'écrire, par exemple, uniquement sur Tolkien? De faire, je sais pas, quelque chose uniquement centré sur Non, lui? alors, parce que je suis pas un érudit Tolkien, je suis un fan de Tolkien, Mmh mh. mais je suis pas un érudit. Il y en a, ce sont des érudits, ils vont connaître, ils vont te parler elfique, Ouais. comme toi tu parles, tu vois? C'est non, c'est juste pas possible, ça voudrait dire, passer sa vie à lire, relire et re-relire, toute l'œuvre de Tolkien. Mmh. Non, moi je préfère, mais là j'ai acheté il y a pas très longtemps, Tales of the Shire qui est le dernier jeu, qui est Ah sorti sur oui! l'univers de Tolkien. Il est Ouais. sorti là début août, donc Et j'ai est-ce qu'il est beaucoup bien? Parce que moi, j'ai vu des critiques, assez salées, alors, là-dessus. en fait, pour ceux qui sont des pro gamers, qui ont l'habitude de faire du shoot, boum boum boum, sur tout ce qui bouge, bah, ils vont être déçus, il y a pas une seule arme, il y a pas un méchant, il y a rien. Ouais, C'est c'est du juste Animal Crossing, chez les hobbits, quoi.
C'est ça. Alors pour ceux qui ont connu l'Otro, Lord of the Rings Offline, c'est concentré sur le farming et la cuisine. C'est-à-dire tu cultives ton potager, tu fais des plats et tu te fais des amis. Voilà. Donc en fait, c'est un jeu, c'est quand vous êtes stressé de la vie, de votre journée de boulot et cetera, vous vous mettez là, vous rentrez dans la comté, dans votre peau de hobbit et puis là, hop, vous êtes au calme. Les gens sont tous heureux, vous leur faites des petits plats, ils sont contents. Vous allez arroser vos navets et voilà. Et donc forcément, si tu t'attends à un truc où tu tapes partout, ben non, c'est pas ça, donc le jeu est nul. Mais si tu le prends comme un jeu vraiment soft, où il y a pas d'ambition particulière, sauf le fait d'être dans une vie tranquille de hobbit, il est génial. Ouais, c'est un petit jeu de chill, vraiment moi, ça me fait vraiment penser à Animal Crossing, quoi. Comme tu le dis, c'est, pour décompresser, tu rentres dans cet C'est ça, univers-là et puis soit tu décores ta maison ou tu fais la cuisine, c'est ça. ouais. Le seul personnage un peu violent, c'est un vieux monsieur Gronchon qui s'appelle, Tom Rouquin ou Rouquin, je sais plus comment, qui est le meunier du village. C'est un Gronchon, voilà. On Ouais, je testerai à l'occasion, je testerai. non, c'est faut vraiment le prendre sans prétention, moi j'aime bien. Du coup, ça me OK. détend, je fais ça à mes heures perdues. Avec des petites musiques, comme ça un peu, Ouais, oui, 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 tout à fait. ouais, Ouais, ouais. Et OK. j'en parlerai dans ma là, on reprend, sur la chaîne Tolkien Collection, on reprend les gazettes. Je fais une gazette, de la Terre du Milieu tous les mois, où je D'accord. présente, toutes les nouveautés en termes de figurines, de jeux, d'événements et cetera. Donc là, on va en parler un peu plus longuement pendant cette gazette Mmh mh. et alors c'est assez marrant en fait, cette chaîne secondaire, je l'ai créée, en décembre 2023, parce que figure-toi, tu montrais tout à l'heure, les lettres du Père Noël. Ouais, celui-ci, Voilà, ouais. En il fait, était génial. il a écrit sa première lettre du Père Noël, alors la toute première, mais en fait qui rentre pas forcément tout à fait dans le canon. Elle était en 2020, après pendant 2 ans, il a rien écrit et après à partir de 2000, de pardon, en 1920 et après à partir de 1923, il a écrit une lettre à ses enfants tous les ans jusqu'en 1944 et donc il a eu, 4 enfants, si je me trompe pas, une fille, 3 garçons et donc, beh, du coup, sur cette période-là, il a commencé à écrire à ses premiers fils, tu vois? Et puis ils ont grandi, donc il a écrit au suivant et puis il a écrit au dernier. Donc, pendant, ses 21 ans, il a écrit à tous ses enfants, en se faisant passer pour le Père Noël, qui écrivait, aux enfants de Tolkien depuis le pôle Nord ou le pôle Sud? Non, le pôle j'ai un doute, tiens. Logiquement, c'est le pôle Nord, le Père Noël, mais je me demande Ouais, là du si pôle Nord, ouais, prétendument envoyé du pôle Nord, ouais, ouais. c'est ça. Et avec son copain l'ours, il a un Il copain y a l'ours l'ours, oui. blanc, Mmh. ouais, c'est ça et cetera. Et donc, je me suis dit: «Tiens, si je faisais une petite émission, pareil sans prétention, où je lisais la lettre du Père Noël de l'année qui correspond au siècle passé». Mmh mh. Donc en 2023, j'ai, lu la lettre du Père Noël de 1923. En 2024, j'ai lu la lettre du Père Noël de 1924. Puis là, cette année, je vais lire la lettre de Père Noël de 1925. Donc je t'annonce, Damien, que je serai youtubeur jusqu'à mes 75 ans, Parce que là, tu en as pour un moment, effectivement, ouais. parce que je vais lire jusqu'en 2044, les lettres du Père Noël. Et d'ailleurs, les dernières sont assez émouvantes parce que, on tombe au début de la guerre, 39-45 Mmh mh. et et tu sens que dans sa lettre, tu vois, il veut rassurer ses enfants, quoi, ses plus jeunes enfants de ce qui se passe et donc sans trop leur cacher et donc au lieu de il leur parle de la guerre, mais en fait, il leur parle de la guerre, contre les orques, tu vois? Oui, il y a des Heu, gobelins, tout ça, hein, dans le contre les livre. gobelins, c'est ça. Il dit que le monsieur Ours, il a des problèmes avec les gobelins qui attaquent et cetera.
Donc tu vois, il essaye de faire une juxtaposition pour sensibiliser ses enfants, les rassurer et cetera et à chaque fois, il envoie ça dans des enveloppes qui sont magnifiquement, écrites avec Oui, des dessins et tout, ouais, c'est ouais, on les voit, par exemple, ça fait des petites choses comme ça là. exactement. Donc Ouais. c'est vraiment, super et donc voilà, j'ai commencé ma chaîne en faisant ça et je me suis dit: «Beh, j'en ferai une par an». J'enregistrerai peut-être, à l'avance les dernières, hein, au cas où il m'arrive une bricole, comme ça quand même, il y aura toutes les lettres de lues. Alors ce C'est qui vrai que était marrant, c'est que tu peux les programmer en plus, ah donc ouais, je tu vois? l'avais programmé, ouais. Puis au début, je me mettais des cheveux blancs et cetera là sur, mais là, bien plus ça avance et plus j'aurai plus besoin de mettre les cheveux blancs, donc tout va bien et après avec, Quentin que j'ai rencontré Quentin qui est le responsable de la seule boutique française en ligne spécialisée sur le Seigneur des Anneaux qui s'appelle The Store of the Ring, OK. où, tu retrouves tous les goodies, sur le Seigneur des Anneaux. On s'est associés pour faire une émission, chaque mois, on fait une gazette, voilà, de toutes les nouveautés. Alors au début, on s'est dit: «Ouais, on va en faire une, 2, mais après, mais non, des nouveautés, il y en a tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est hallucinant et puis à chaque fois, on fait des émissions d'1 heure et demie tellement il y a de choses à dire, quoi. C'est Ouais, assez impressionnant. c'est ce que j'allais te poser comme question. Est-ce qu'il y a vraiment autant de choses qui sortent sur Le Seigneur des Anneaux, comme ça, Mmh mh. Parce qu'il Ouais, y a ouais. plus de films, il y a plus de tu vois, il y a plus grand Alors, il y chose. a eu, bah, en décembre dernier, il y À a part eu, les la guerre séries, pour ouais. Irym, ouais. Ouais. Là, il y a la chasse de Gollum, The Hunt for Gollum qui va Ah oui, sortir en c'est vrai, 2026, donc c'est vrai. voilà. Ouais, ils sont un peu Donc là, d'actu, ouais. ça va revenir. Puis tu as Funko Pop qui continue à Ah faire oui, bah, des figurines, tout le temps, tu as plein de licences en fait, on a montré il y a pas très longtemps une licence qui est complètement horrible, c'est les Feugleurs, ces espèces de ah, de poupées là, avec des de trucs ouais, ouais, c'est ça, c'est des poupées avec, on dirait qu'elles ont des dents humaines, quoi, c'est des peluches comme ça, on dirait qu'elles ont vraiment des dents humaines, elles sont juste horribles, elles ont des sales têtes, mais elles sont très, très drôles en définitive. Donc là, je t'annonce en avant-première que j'ai trouvé parce que sur les Feugleurs, faut savoir, c'est que tu as des chase, c'est-à-dire rare quoi. des Mmh. rares, faut en acheter 24 quoi, il y en a une sur 24. Donc c'est-à-dire qu'il faut acheter quoi, c'est une boîte de 24 pour en avoir une qui est rare et celle qui est rare, elle a un bouton à l'emplacement de son trou de balle pour représenter son voilà, son trou de balle, qui est violet alors que les autres, sont couleur camel et j'ai réussi à en Ouais. trouver une rare, en la chinant. Donc voilà, je te la présenterai, lors de la prochaine émission. Donc tu vois, il y a toujours des petits trucs comme ça et Mmh. puis, en fait, je me cantonne pas que sur les collections, Weta et cetera qui sont les plus belles forcément, mais bon, les collections Weta, la figurine c'est 150 balles, Et oui, 200, c'est les prix, ils sont bon, ouf. c'est ça. Donc c'est vraiment multi-collection et c'est voilà, ça s'appelle Tolkien Collection et ça porte bien son nom, je pense, on parle de tout ça Et bah, écoute, je et mettrai le lien dans la description de la vidéo pour ceux ouais, qui aiment c'est gentil, ouais. Tolkien, ils pourront, se retrouver Ouais, bah, dessus, là, ouais. ils seront servis, ouais. Et donc pour finir, eh bien le numéro 11, je peux pas vous le présenter parce que on aurait enregistré jeudi, j'aurais reçu mon dernier numéro. Le numéro 11, donc ça sera effectivement le dernier, donc vous allez retrouver, directement sur le site, générationcitédor.com. Mmh. Heu, donc on l'appelait «La fin, notre départ», hein, parce que forcément c'est le dernier numéro, heu, où on traite, là, on a fait un dossier, quoi, il y a plusieurs auteurs qui ont fait un dossier sur la réincarnation. Parce que, comme je l'ai dit, hein, on va, sur tous les domaines un peu alter et c'est d'ailleurs dans ce dossier-là où il y a l'article auquel je faisais référence de Stéphane Royer, hein, sur l'ufologie, sur les Mmh. zoanies, qui est voilà, qui est assez exceptionnel et concernant la réincarnation, ouais, on a plusieurs, visions des choses, voilà, qui sont assez intéressantes. Bah, c'est vrai que sur la réincarnation, il y a un truc quand même qui me dérange profondément, hein, c'est de pas me souvenir de la version précédente Ouais. et ça, c'est un truc qui m'enquiquine donc
Bah, certains apparemment l'auraient, hein, auraient des souvenirs de leur vie précédente, comme ces Des fameux flashs, enfants, ouais. ouais, des flashs, Ah oui, alors après oui, tu des enfants, effectivement, tu as des cas qui sont assez surprenants je crois qu'on en parle dans ce numéro-là, un cas d'un enfant, c'est en Inde, mmh. qui va réussir à retrouver, l'assassin de sa précédente réincarnation. Ah ouais, non, C'est un mais truc c'est de fou, c'est-à-dire qu'à un moment donné, bon, donc l'enfant, grandit et puis vers 7 8 ans, il arrive à faire comprendre à ses parents qu'il se souvient parfaitement de son ancienne vie, qu'il a été assassiné d'un coup de hache par, je sais plus qui, un voisin ou quelque chose comme ça et et puis il donc, y a une au bout d'un moment trace, ouais, c'est ça. oui, c'est ça et puis à un moment, il y a il y a ses parents qui le prennent au sérieux, ils vont voir un commissaire de police et puis, donnent des informations, la police enquête et effectivement, c'était bien le voisin avec la hache, qui a tué, l'inspecteur Moutarde dans le salon. Ouais, je sais pas, ouais, c'est très intriguant ça. Non, il y a plein de cas. Il y a une spécialiste là-dessus, hein, qui s'appelle Pascale Lafargue, Mmh. qui, c'est, Natacha Lecourtois, qui est ma co-animatrice sur Miasmo TV, qui l'a interviewée. C'est une autrice, Pascale Lafargue, qui, a la capacité, eh bien, justement, de se rappeler, de ses vies antérieures, mais elle est capable aussi de lire les vies antérieures des personnes. Mmh. Et elle fait même des formations pour, bien, les gens qui ont ces capacités, de pouvoir les développer et à la base, c'est une sceptique, Pascal. C'est-à-dire qu'elle a besoin de pouvoir corroborer, les preuves de ce qu'elle voit et donc elle Ouais, va enquêter sur le terrain OK. et en fait, quand elle enquête sur le terrain, donc soit c'est pour elle, soit c'est pour, ses stagiaires, elles arrivent à retrouver, des personnes, qui aurait connu, à telle époque, la personne qui serait de enfin voilà, c'est les enquêtes que fait, Pascal Lafargue sont assez bluffantes parce que voilà, c'est quand c'est une fois, c'est un hasard, quand c'est une coïncidence, 2 fois, c'est une coïncidence et puis au bout de 3 fois, tu te dis, «Bon, il y a quand même quelque chose quoi». Si ça match à chaque fois, donc voilà, il y a quand même des choses troublantes sur ces sujets-là. Alors d'ailleurs, en parlant de Natacha, qui est donc ma co-animatrice, je l'avais interviewée, là-dessus sur sa réincarnation parce que, elle avait vu qu'elle était, elle, la réincarnation de Godefroy de Bouillon. Godefroy de D'accord. Bouillon, un ancien croisé et cetera, qui aurait été, assassiné, Godefroy de Bouillon, d'un coup d'épée ou d'une flèche là dans l'épaule et donc pendant mon entretien avec Natacha, je lui fais: «Mais tu sais si voilà, si vraiment tu es la réincarnation de cette personne et si tu te souviens précisément de comment tu as été assassiné, heu, tu peux avoir une marque là où tu as été assassiné». C'est-à-dire que les personnes qui meurent noyées, souvent, elles ont un peu la phobie de l'eau, tu vois? Les personnes qui meurent pendues, elles aiment pas avoir des cols roulés, machin Mmh mh. et je lui dis: «Est-ce que tu as une marque là?» et là, du coup, elle regarde, surprise, elle fait: «Oh! J'ai jamais fait gaffe» et effectivement, elle avait une espèce de tache de naissance à l'endroit D'accord. où, elle aurait été, assassinée, en étant Godefroy de Bouillon. Mais elle a vraiment un souvenir, précis de ça ou c'est des flashs ou une sorte de C'est des flashs, pensée qui c'est des d'accord. flashs. Ah C'est ouais. des flashs, des sensations, ouais, elle se refait pas le film complet, mais, Oui, elle a pas la vision vraiment claire de tout ça, mais c'est des ouais, c'est étrange. Ouais, ça, la réincarnation, moi, c'est un truc sur lequel je sais pas, je suis un peu perplexe, quoi, parce que ça voudrait dire qu'à chaque fois on repart dans le cycle comme ça, tu vois? Et pour c'est ça. quelle raison, tu vois? C'est Alors selon la tradition, c'est que ce serait nous-mêmes qui déciderions de repartir.
C'est-à-dire que le truc, en fait, c'est ça, c'est-à-dire que tu crèves, tu rentres dans une espèce de plan, où, bah, tu reprends la conscience de toutes tes vies, un peu Mmh. comme un joueur de jeux vidéo, hein, Ouais, ouais. tu voilà, c'est le joueur, une fois que ton personnage, meurt, hop, le joueur reprend, le souvenir de tous les personnages qu'il a joués et après il décide de remettre, 10 francs dans la machine pour repartir et refaire un autre perso. C'est un peu ça l'idée. Mais Par sauf contre, que là, c'est on repartirait sur un personnage aléatoire, en fait, parce qu'on sait pas sur quoi on tombe. alors là, c'est pareil, il paraîtrait qu'on décide d'où on veut se réincarner, chez qui on veut se réincarner. Voilà et D'accord, OK. souvent d'ailleurs les âmes qui se réincarnent se suivent, se croisent, c'est-à-dire qu'une fois, tu vas être, ton mari, va être ton mari, puis une autre fois dans, X cycles, ton mari de ce cycle-là va devenir ton enfant ou ton père, ou ton meilleur ami, tu vois? Donc D'accord. il y a des âmes qui sont liées et qui se recroiseraient, je mets tout au conditionnel, hein, là-dessus, Bien sûr, ouais. dans le cycle des réincarnations. Ah, parce que moi, je pensais que c'était, un espèce de mécanisme pour apprendre, en fait, de ses erreurs. Enfin, de ce que j'avais pu lire, je m'y suis pas vraiment trop intéressé, mais comme C'est quoi, ça tu et vois, à puis chaque en plus, fois, on serait il y a même pas de linéarité, temporelle, c'est-à-dire que, rien là, tu meurs demain, rien ne t'empêcherait d'être réincarné, il y a 2000 ans. Ta mmh, prochaine réincarnation pourrait être dans le passé. mmh. Ouais, il y a pas vraiment de, ouais, c'est bizarre, ouais, je sais pas. Je sais pas trop quoi en penser de ça. C'est ça. Toi, tu pas de flash Non, moi de j'ai tes pas de vies flash, précédentes? mais alors ce qui est drôle, c'est que j'ai 2, 3 personnes qui auraient vu, des vies antérieures me concernant et ça se recroise à chaque fois. C'est, troubadour. Ah ouais? Ouais, j'aurais été un troubadour. Ah, c'est intéressant. Mmh. Et je sais pas si tu connais, Bernard Werber, tu sais, l'écrivain? Ouais. Il avait Mmh. écrit, je crois que ça devait être en 2021-2022, il avait sorti un bouquin, où justement c'était visiter ses vies intérieures et en fait, il t'expliquait comment, alors c'était une sorte un petit peu, d'introspection. En fait, tu sais, c'était limite un peu, tu rentrais dans une, comment on appelle ça? J'ai oublié le terme là. C'est genre tu te concentres en fait et puis tu penses vraiment plus à rien et en fait, il t'expliquait comment justement visiter, tes vies antérieures, tu vois? Et genre il te demandait de visualiser une espèce d'escalier, tu vois? Tu descendais et puis tu avais des portes comme ça devant toi et c'était super marrant à faire en fait. Bon, moi j'ai rien vu, mais en tout cas voilà, il a beaucoup travaillé là-dessus et Mmh mh. c'est comment on appelle ça quand tu fais une, Une méditation? oui, méditation, voilà, c'est une sorte de méditation, tu vois? Qui te permettait, à un moment donné, de te reconnecter avec une de tes vies antérieures, en choisissant, les portes qui se trouvaient en bas là. Mais, mais Bernard Werber avait écrit il y a très longtemps, Les Thanatonautes, Oui, j'adore c'est son qui est meilleur, je pense. ouais, qui était vraiment excellent, qui moi, ça Mmh. a été ma première approche d'ailleurs de ce système de d'âme qui est raccrochée avec son fil de vie et cetera, au corps. Ouais, Mmh. c'était assez sympa. Et c'est vrai que Mais il est fabuleux. pendant très, très longtemps, pour moi, la réincarnation, c'était plus une réincarnation quoi, le fait de voir, de lire ses vies antérieures, pour moi, c'était plus un accès, lecteur à la mémoire génétique. Mmh. Tu sais, le fameux ADN poubelle, 97 de notre ADN qui sert à rien, en fait, ce serait un ADN de stockage. D'ailleurs, il y a des Qui scientifiques, il y a contient, un qui ont découvert, il y a quand même, ouais, quelques années de cela déjà, maintenant, que dans 1 cm3 d'ADN, tu pourrais stocker tous les écrits d'humanité. d'accord. Donc on est sur du teraflop, du quoi? Du téra de données. Donc finalement, dans notre ADN qui ne sert à rien, les fameux 97 d'ADN poubelle, est-ce que ce serait pas tout simplement de l'ADN de stockage d'informations? Mmh. Donc Et toutes les donc données depuis le début sont stockées bah, là-dedans. voilà, à chaque fois que
ton père et ta mère, hop, créent, la descendance suivante, pouf, tu récupères leur mémoire jusqu'à cet instant-là forcément, puisqu'après Mmh. c'est possible et donc tu pourrais remonter comme ça, lire comme ça, si, on avait la capacité ou c'est peut-être quelque chose qui se développe, de pouvoir remonter sur toutes ces vies génétiques. Ah oui, Donc je vois ce que tu vraiment veux dire, pendant ouais. très, très longtemps, moi j'étais accroché à ça où je trouvais que l'explication était plutôt bonne. Et puis après, il y a tous ces cas qui rentrent pas dans cette explication de, comme on le disait, hein, de gamins qui, se souvient Mmh. d'une vie, qui était pas forcément la leur, où ils étaient pilotes, machin et cetera, mais en tout cas, je suis à peu près persuadé qu'on aurait cette capacité-là de pouvoir lire, dans notre mémoire génétique, il y a déjà ça donnerait des explications sur ces vies Mmh. antérieures. Ouais, de pouvoir Mmh, accéder, en fait, à cette mémoire, quoi. Ouais, ouais. exactement. Ben, Donc c'est voilà, un donc est-ce que ce magazine se réincarnera? oui, c'est bah, ça allait être ma question justement. Est-ce que, ce magazine va se réincarner? Est-ce que ou tu vas passer à autre chose, tu vois? Il va prendre une autre forme, en fait, ce magazine? Mmh mh. Est-ce que C'est tu as la une grande idée, question. ouais. Ouais, déjà, s'il devient quelque chose, ça deviendra un magazine annuel peut-être, tu vois? Un peu comme, l'avait fait comment est-ce qu'il s'appelle ce magazine-là? Ah, je vais pas avoir son nom, où au bout d'un moment, l'auteur, quoi, l'éditeur en avait fait un magazine annuel parce qu'il n'arrivait plus à suivre le rythme. Alors là, j'ai perdu et le nom de l'éditeur et le nom du magazine, donc ça va pas vous aider. Donc voilà, ce sera peut-être un magazine, annuel en forme associative, mais ça sera plus, sous la forme de société. Donc d'ailleurs, c'est pour ça la société là, d'ici 2 mois, elle sera fermée. Donc Ah oui. c'est-à-dire que je ne pourrai plus vendre après les magazines, donc il faut en Ah profiter oui, maintenant il les faut amis, hein, vraiment, si vous voulez, profiter des derniers exemplaires qui existent. Voilà. OK. Et ouais, donc c'est la fin de Génération Cité d'or, quoi. Exactement. Et si tu refais quelque chose, ça serait à peu près dans le même esprit, en fait? Tu reviendrais toujours sur ce genre de sujet, Oui, oui, oui. Ouais, ouais, sûrement. Mmh. Mmh. OK. Eh ben très bien. Eh ben écoute, en tout cas, merci beaucoup Antoine. On a fait 2h55, hein. Moi, j'étais parti, j'ai Ouais, dit: «Ouais, ouais, on va c'est faire 1 h 30». incroyable, on était parti pour 1 heure et demie, c'est ça? On est Et parti pour une finalement, heure et on demie. n'avait pas fini Finalement, on on fait avait quasiment 3 heures, quoi. on n'avait pas prévu de passer sur tous ces sujets, mais c'est vrai qu'en présentant juste un sujet par vague, il y a tellement de choses, on a Bah, c'est abordé ça. tellement de Moi, je voulais faire une petite émission été où on revient un peu sur tous ces OK. sujets cryptides, surnaturels, tout ça qui nous passionnent et puis du coup, regarde, on est Ouais, arrivé à on est repassé sur tout ça, on est finalement. reparti sur tout là, finalement on a tout revu, ouais, carrément. Mais écoute, en tout cas, c'était super sympa de te retrouver Antoine. Vraiment, ça m'a fait très plaisir et puis on le rappelle, donc tu as ta chaîne, hein, Miasme TV, sur laquelle tu parles donc de tous ces phénomènes-là. L'actu aussi un peu, UFO et cetera, tu rebondis dessus. Dernièrement, tu as fait une vidéo sur la fameuse sphère là qui a été retrouvée en La sphère de Bolivie, Buga, ouais, ouais, voilà, ouais, tout à fait, donc ouais, mais tu vois, je sais pas trop de quoi on allait parler ce soir. J'avais préparé, justement, des news sur cette sphère de Buga, ouais, qui est très très intriguant, toi. Moi, j'ai un peu de mal, je sais j'ai du mal à y croire. Est-ce que c'est pas un espèce de truc artistique, pour essayer de bluffer? Je sais pas, ça me paraît louche. il y a un élément qui est probant, mais on va s'arrêter là les amis, parce qu'on OK. va vous faire une émission de 4 heures sinon. Il y a quand même un élément qui est très perturbant, c'est que la sphère quand elle a été récupérée, elle pesait 2 kilogrammes. 15 jours après, elle pesait 10 kilogrammes. OK. Voilà. Ouais. Voilà, juste Mmh. ça. Bah, Maintenant, allez voir la c'est vidéo, sur Miasme TV, comme ça vous en saurez beaucoup plus là-dessus, mais c'est vrai que c'est très intriguant. Moi, le seul truc, c'est que je me dis que pour des inscriptions, d'aliens, c'est quand même un peu mal fait, je trouve. Enfin, je sais pas. c'est ce que disent, beaucoup de personnes, effectivement, c'est que les gravures
sont pas super parfaites. C'est un peu grossier, tu vois, pour un truc qui proviendrait d'une, Mais civilisation. maintenant, si c'est tombé, de tout l'univers, et ça a peut-être été déformé dans je sais pas. Mmh. Mais déjà rien que ça. Moi je vous dis 2 kilogrammes, 10 kilogrammes à aujourd'hui, à part, oui, à part, avoir passé son été à manger de la glace, c'est possible dans ce sens-là. Mais pour une sphère métallique, non. Bon, eh ben très bien. Bah, écoutez, en tout cas, je mettrai le lien vers ta chaîne. Les gens pourront aller, regarder donc, toute votre analyse sur cette fameuse sphère. Je mettrai le lien également en description de la vidéo de ta chaîne consacrée à Tolkien et puis, Merci. évidemment, le lien de la boutique. Comme ça, si les gens ont envie de retrouver, tous les sujets dont on a parlé ce soir et de vraiment, en apprendre beaucoup plus et bah, écoutez, le lien sera dans la description également et puis ils sont tous vraiment pas chers donc, voilà, vous pourrez C'est trouver ça, tout ce que vous faut en voulez. profiter, ouais, exactement. Voilà et ben, en tout cas, merci beaucoup Antoine, ça m'a fait plaisir de te revoir et de te recevoir à nouveau. C'était, vraiment chouette et puis, on se dit, bah, peut-être, à bientôt. Bah, à très bientôt, j'espère. Beh, j'espère que tu viendras un de ces 4 faire une petite émission, à la maison. Et ben ça marche, avec grand plaisir en tout cas, avec grand plaisir. À Merci très Antoine, bientôt. Ciao à à bientôt, tous. salut.